Bonjour à tous, merci d'être présents ce midi à nos côtés. On déjeune ensemble sera un rendez-vous mensuel pour parler de votre stratégie RH tout au long de l'année. Pour cette année, la thématique sera la marque employeur avec un focus sur la mixité en entreprise. Pour cette première masterclass, je me suis entourée de grands témoins. Nous avons la chance d'avoir Kamel Bedjabra de l'entreprise Decathlon parmi nous. Nous aurons Amélie Ploquin de l'entreprise Wakers qui nous rejoindra dans quelques instants, mais aussi Karima Bercé qui est conseillère ressources humaines au niveau de la CCI Littoral et qui va nous parler de la marque employeur dans sa définition avant de rentrer dans le témoignage auprès de nos entreprises. Vous avez la possibilité tout au long de l'intervention de nous poser vos questions dans le chat et on vous y répondra au fur et à mesure. Voilà, Karima, je te laisse la parole. C'est parti, bonjour à toutes et tous. Donc, quelques minutes pour vous présenter un peu la thématique d'aujourd'hui. Alors, la marque employeur, finalement, c'est quoi? Alors, finalement, la marque employeur, c'est votre marque de fabrique. Moi, je suis persuadée que vous en faites tous de la marque employeur, peut-être sans le savoir, mais en tout cas, vous faites toutes et tous des choses dans l'entreprise qui vont donner envie à vos collaborateurs de rester dans l'entreprise et évidemment à des candidats potentiels de la rejoindre. Alors, dans les grandes entreprises, on fait de grandes choses, dans les petites entreprises, on fait des petites choses, mais les dirigeants, quels qu'ils soient, font ce qu'il faut très souvent sans le savoir pour donc à la fois donner envie à leurs collaborateurs de rester et aussi évidemment d'attirer de nouvelles recrues. Alors, quand on parle de marque employeur, on va interroger des leviers comme donc la raison d'être de l'entreprise. La raison d'être de l'entreprise, c'est le sens que vous donnez à l'entreprise, à votre activité. Et plus le message est porteur de sens, plus il va développer ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance, la fierté d'appartenir et d'être salarié de votre structure. Ça touche la raison d'être, ça touche aussi aux valeurs, aux projets que vous avez à long terme pour l'entreprise. Et ça, ce sont des marqueurs importants aujourd'hui pour les salariés qui ont besoin d'avoir du sens pour œuvrer et donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'entreprise. Pour ce qui concerne donc le fonctionnement de l'entreprise, c'est aussi quelque chose qui a un lien direct avec la marque employeur. C'est quelle politique RH vous mettez en œuvre? Qu'est-ce que vous faites en termes d'intégration? C'est ce qu'on appelle le parcours d'intégration. Comment vous organisez l'entreprise pour que les nouveaux collaborateurs, ceux qui arrivent, aient envie d'y rester? Qu'est-ce que vous faites pour les fidéliser dès le début? Quelle est votre façon de recruter? À quoi vous attachez de l'importance? Donc ça, c'est tout ce qui touche à l'organisation et donc au fonctionnement de l'entreprise. Les relations dans l'entreprise, bien évidemment, c'est quelque chose d'essentiel, c'est l'ambiance, le climat social. Et encore une fois, il n'y a pas besoin forcément de faire de grandes choses. Ce qui est important, c'est que vos salariés se sentent bien chez vous, que l'ambiance soit saine et bonne. Et parce que s'ils se sentent bien chez vous, forcément, ils vont le dire à l'extérieur, d'une façon ou d'une autre. Ça va transparaître, ça va transpirer. Et finalement, la réputation, c'est ce qui va se dire dans l'entreprise, ce que vos salariés vont dire dans l'entreprise, ce qu'ils vont en dire à l'extérieur de l'entreprise, et du coup, ce qui va alimenter la réputation de l'entreprise. Comment l'entreprise va être perçue par ceux qui ne la connaissent pas. Et l'entreprise va être perçue par ceux qui ne la connaissent pas au travers des outils dont on dispose aujourd'hui, que sont les réseaux sociaux, le site Internet, etc. Donc, tout ça, c'est éminemment important et on le verra tout à l'heure. Donc, finalement, la marque employeur, elle a trois fonctions, elle agit sur 3 leviers. Donc, fidéliser les collaborateurs, leur donner encore une fois envie de rester, attirer de nouvelles recrues, donc sur la partie recrutement, et le tout au travers de la maîtrise de la réputation et de la e-réputation en particulier. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc, merci, voilà pour la présentation.
Merci Karima. Alors nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un invité de marque et d'expérience, Kamel. Alors Kamel, tu travailles chez Decathlon, mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de partager ce déjeuner avec vous. Voilà, c'est toujours sympa de parler de sujets passionnants comme celui de la marque employeur. Et alors moi, je suis responsable de la marque employeur, des relations écoles chez Decathlon pour la France. Et ça fait 5 ans et demi que j'ai le plaisir d'accompagner ces sujets-là. Voilà, donc ravi d'intervenir et d'être présent avec vous aujourd'hui pour partager un peu ce qu'on fait chez Decathlon, pour partager quelques convictions aussi, et puis avoir quelques réflexions et projections sur l'avenir de la marque employeur. D'accord. Alors, tu représentes Decathlon, tu n'es pas une PME qui sont quand même le cœur de cible de nos accompagnements, mais ça m'intéresse de savoir pour toi ce que c'est la marque employeur et surtout au quotidien chez vous, comment ça se traduit? Tout à fait. Alors pour moi, si je devais assez simplement définir la marque employeur, c'est le reflet de l'interne en externe. Voilà. C'est hyper, voilà. Souvent on me demande une définition assez simple. Pour moi, c'est la plus simple, la plus facile à retenir et la plus réaliste. Voilà. Et parce que souvent, on pense à de la communication en externe pour donner envie aux talents de nous rejoindre. Alors oui, il faut leur donner envie de nous rejoindre, mais pas qu'à travers de la communication, à travers des actions concrètes qui vont leur donner envie de nous rejoindre et puis derrière, envie de rester dans l'entreprise et envie aussi de faire rayonner notre image. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit aujourd'hui, allez, je me le permets, puisqu'on voilà, on est en petit comité, on est en famille, j'ai envie de dire, sur ce sujet qui m'intéresse fortement, moi qui est la marque employeur. Je ne parle plus trop de marque employeur aujourd'hui. Voilà, je ne dirais pas que c'est tabou, mais je dirais que je suis moins à l'aise avec le terme. Je vais plutôt parler de communication employeur. Derrière, on a une marque, qu'on soit une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise, peu importe. C'est pareil pour tout le monde, on est une marque. On a une marque, et cette marque-là, elle doit rayonner sous toutes ses facettes. Donc la facette commerciale, voilà, la facette corporate et la facette employeur. Donc dire que Decathlon est une marque employeur, du coup, c'est créer une marque dans une marque. Decathlon, c'est une marque aujourd'hui, et il y a 3 facettes qui doivent rayonner tel un diamant pour faire briller la marque Decathlon. Et ces facettes-là sont interconnectées. C'est-à-dire que si derrière, on n'est pas bon sur la partie employeur, ça met à mal la partie commerciale et la partie corporate de l'entreprise. À l'inverse, si on est mauvais sur la partie commerciale, on ne va peut-être pas donner envie aussi à des talents de nous rejoindre. Donc, on met à mal la partie employeur. Donc, c'est important d'avoir cette vision-là 360, j'ai envie de dire, de la marque et de ne pas prendre du coup le côté employeur à part. Voilà. D'ailleurs, on le voit souvent dans les organisations d'entreprise. Souvent, quand on parle de marque employeur, de communication employeur, on a du mal à aller chercher des budgets parce qu'on isole le sujet et donc du coup, forcément, on n'a que des petits moyens et ce n'est pas le gros sujet. Mais si on vient intégrer la communication employeur dans une communication globale de l'entreprise et qu'on montre que c'est un poids considérable, là forcément, on commence à être intéressant, on commence à faire réfléchir et potentiellement aller chercher des moyens humains et potentiellement financiers. Récemment, je vous dis récemment parce que ça date d'il y a 6 mois, on a eu un choix, un parti pris, en tout cas chez Decathlon. La marque employeur, au global, à l'époque, était pilotée par les ressources humaines. On a décidé de scinder en 2 le sujet. Donc, mon collègue qui s'appelle Fessal est allé en communication France, donc gérer la communication employeur pour pouvoir la gérer avec la partie commerciale et la partie corporate. L'ensemble de la communication de Decathlon en France réunis au même endroit. Et puis moi, j'ai gardé la casquette RH de cette marque employeur pour pouvoir créer des expériences pour nos collaborateurs. Donc, c'est des sujets RH pour justement alimenter mon collègue Fessal de sujets sympathiques. Donc, nous, on va créer des messages, on va créer des actions sympas, des expériences sympathiques pour nos collaborateurs, de manière à ce que Fessal puisse raconter avec sincérité tout ce qui se passe chez Decathlon. Donc, voilà pour cette introduction sur la marque employeur. Et puis, au quotidien, comment ça se traduit chez nous? C'est d'abord des actions, une mise en action, voilà, des actions concrètes, voilà, pour le bien-être de nos collaborateurs,
Et quand je parle de bien-être, je ne parle pas forcément des pains au chocolat, des croissants. Souvent, on imagine ça, ou bien du baby-foot dans la salle de pause, pas du tout. Je parle surtout des expériences. Du début, du recrutement, qui est une expérience finalement. Quand on est recruté, on vit une expérience. Jusqu'à la fin, donc c'est ce qu'on appelle le off-boarding, cette manière de dire au revoir de manière qualitative à nos collaborateurs. Voilà. Du début à la fin, quelles expériences on leur fait vivre. Et du coup, derrière, quelles expériences on va mettre en avant sur nos communications employeurs pour attirer les talents. Voilà. C'est tout ça qu'on essaye de gérer au quotidien chez Decathlon. Tu peux nous donner quelques exemples de ces expériences que tu as mis en place? Tout à fait. Il y a 2 ans, on a commencé à s'interroger sur l'intégration, ce qu'on appelle le onboarding aujourd'hui chez nous. En anglais, c'est toujours plus sympa, hein, l'anglicisme est aussi présent chez Decathlon, bien évidemment. Alors, on s'est aperçu, hein, très simplement, qu'on intégrait chez Decathlon en 2022 comme il y a 30 ans. Voilà. On s'est dit, bon, il y a un petit problème quand même. Quelle expérience on va vouloir offrir à nos collaborateurs pour être dans l'air du temps, pour digitaliser un petit peu aussi cette expérience-là. Et donc, du coup, on a fait un benchmark. On s'est rapproché de 3 solutions de onboarding. Voilà, on les a testées, éprouvées. Et puis, on a choisi de travailler avec A-Team. Donc, c'est une solution de onboarding qui permet en fait d'intégrer nos collaborateurs avant même qu'ils intègrent Decathlon. Donc, c'est tout ce qu'on appelle la phase de pré-boarding. Et elle est intéressante hein, pour les petites structures, les moyennes ou les grandes structures, peu importe, parce qu'on observe un phénomène hein, qui est le ghosting aujourd'hui. Voilà, les personnes candidates, parfois même, elles sont acceptées, et derrière, plus de nouvelles. Plus de nouvelles, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin, si, on imagine ce qui s'est passé. Elles ont dû recevoir une offre alléchante et intéressante entre-temps, et puis derrière, plus donner signe de vie pour l'entreprise. Donc, le fait d'avoir un pré-boarding, c'est une manière, on va dire, de se taper dans la main avec le candidat et de se dire, ça y est, tu es accepté chez Decathlon, on va bosser ensemble. Certes, ton premier jour n'est pas arrivé encore, mais on a déjà déclenché un programme de onboarding pour toi. Et ça, c'est fort. Et ça montre, et on l'a vu hein, dernièrement sur les feedbacks qu'on a pu avoir, parce qu'on mesure tout ça, bien évidemment, on voit que les talents apprécient fortement ça, cette démarche-là. Parce qu'ils je me permets juste, donc tu nous as parlé d'un outil d'onboarding. Est-ce que tu peux nous redire le nom? Parce que tout le monde n'a pas compris. Bien sûr. Bien sûr. Alors, alors, il y en a plusieurs, hein, des plateformes. Donc, c'est celle qu'on a choisie. Je vous l'écris dans le chat. Voilà, comme ça, tout le monde a l'orthographe. C'est A-Team. Voilà. Donc, il y en a plusieurs. Mais c'est vrai que nous, je sais que ADO aussi, dans les Hauts-de-France, également utilise la solution. Voilà. Il y en a plusieurs. Mais nous, A-Team, on a choisi à la fois cette solution parce qu'elle était qualitative, mais aussi parce que les équipes derrière la solution étaient étaient top. Quoi. Étaient top, fonctionnant en mode startup. Donc nous, c'était intéressant pour faire évoluer aussi la plateforme. Et donc voilà, quand on choisit une solution digitale, hein, il faut déjà s'assurer de la qualité de la solution, hein, qu'elle réponde bien aux attentes des utilisateurs. Hein. Donc nous, pour le coup, c'est nos collaborateurs. Donc c'est nos collaborateurs. On a testé 3 solutions à l'époque. Et ce sont nos collaborateurs qui ont participé au test, qui ont pu nous remonter des informations pertinentes, qui ont éclairé finalement notre décision au moment de se dire, parmi les 3 solutions, laquelle on va choisir. Donc ça, c'est d'accord que les salariés doivent être partie prenante de ce qu'on construit au niveau de la marque employeur. Clairement, on a même créé ce qu'on appelle un club utilisateur, où ce sont les volontaires qui ont testé les solutions. Nos clients, à nous, en ressources humaines, ce sont nos collaborateurs. Donc, tout comme voilà, chez Decathlon, lorsqu'on va lancer un produit ou un nouveau service, on va le faire tester, on va même l'éprouver de manière à garantir lors de sa sortie que tout soit, que les voyants soient ouverts et que derrière, on soit rassuré sur la qualité de l'expérience du produit qu'on va offrir à nos clients. Donc, c'est la même démarche pour nos collaborateurs. On va tester auprès d'eux, ils vont valider l'outil, ils vont nous remonter des infos qui nous permettront par la suite d'offrir la meilleure expérience possible. Et c'est comme ça qu'on a choisi A-Team, donc de collaborer avec A-Team fin 2021 pour un lancement en France en 2022. Donc ça, concrètement, ça se traduit comment au niveau de l'expérience?
Que vivent ces futurs collaborateurs? Alors, il y a plusieurs, on pourrait scinder, on va dire, en 3 grosses parties cette expérience. Il y a l'expérience de pré-boarding. Ils reçoivent des messages sur leur email personnel pour les acculturer à l'entreprise, pour les préparer, pour les préparer à venir, à nous rejoindre. Je précise, attention, c'est des informations qui sont disponibles en externe aussi qu'on leur communique. On n'a pas le droit légalement de faire travailler des collaborateurs avant leur arrivée. C'est impossible. Voilà. Donc ça, je tiens à le préciser, parce que c'est des questions qui nous ont été posées. Voilà. Et donc, on ne les fait pas travailler, on leur communique uniquement des informations disponibles en externe. Ensuite, cette phase de pré-boarding, c'est ce que je disais, hein, c'est que ce qu'il est important, en tout cas pour les talents, c'est qu'ils se sentent attendus. Ils sentent qu'on prépare leur arrivée dans l'entreprise. Donc, quelque part, même s'il n'y a pas, ils ont la possibilité d'aller voir ailleurs entre deux, ils se sentent quand même déjà dans l'entreprise sans avoir mis encore un pied. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase de pré-boarding. Et ensuite, on a le onboarding, donc, qui commence le premier jour de l'entreprise, voilà, et qui peut durer jusqu'à la première année. Voilà. Donc, tout dépend du métier, tout dépend de la filière, tout dépend de ce qu'on a envie de mettre dans l'intégration. Et puis, derrière, aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on a choisi de faire, le onboarding en 2022. Et derrière, tu me parlais d'exemples, d'expériences. On va tester, là, d'ailleurs, on est le 27 juin, je pense d'ici 2 semaines, on va tester le off-boarding chez Decathlon. Comment on dit au revoir à nos collaborateurs? On va commencer par le public alternant. Voilà, ils finissent leur alternance. Comment leur dire au revoir et comment on soigne leur fin d'expérience chez Decathlon en alternance? Alors, on a une question de Pauline Lemaire. Au niveau du tarif, est-ce que c'est quelque chose qui est abordable pour les petites entreprises, A-Team, ou ça reste vraiment pour les plutôt grosses structures? Non, ça reste abordable. Leur business model repose sur les crédits. Donc, de toute manière, si on a une plus petite structure, on va avoir moins de crédits à utiliser, à consommer, parce qu'on va intégrer moins. Chez Decathlon, on intègre chaque année entre 15 et 20 000 personnes. Voilà, entre les CDI temps partiel, les CDD, les alternants, les stagiaires. Voilà. Mais forcément, si on a une plus petite structure, on aura moins de besoins, donc forcément, on payera moins. Donc oui, Pauline Lemaire, la plateforme est bien accessible et c'est d'ailleurs un business model qui est assez intéressant pour les petites structures aussi. Et d'ailleurs, il me semble que A-Team utilise, a beaucoup de PME, mais une solution aussi qu'on avait shortlistée parmi les 3, qui est aussi intéressante, il me semble, plus proche des PME aujourd'hui, c'est Workello. Donc, j'ai écrit aussi, parce que j'avais gardé un bon souvenir aussi de cette solution. Voilà. On a choisi A-Team parce que plus adapté à nos besoins, voilà, mais Workello peut convenir aussi, et j'avais trouvé la solution très qualitative aussi à l'époque. Et il me semble qu'ils ont un segment un peu plus... en tout cas, leur segment, c'est plus les PME, par exemple, Workello, et A-Team, c'est un peu plus les grandes entreprises. Il me semble, à vérifier, mais voilà, en tout cas, vous avez les noms, et puis n'hésitez pas sur LinkedIn à vous connecter à mon profil pour qu'on puisse interagir, je puisse vous donner des contacts si vous êtes intéressé par les démarches de onboarding, de offboarding. Et puis attention, il y a le onboarding, il y a le offboarding, et puis derrière, il y a aussi ce qu'on appelle le crossboarding. Quand on change de métier et qu'on est déjà dans l'entreprise, quand on change de filière mais qu'on est déjà dans l'entreprise, quand on part en congé maternité ou en congé parental et qu'on revient après 1 an ou après 6 mois et qu'on a besoin d'être ré-onboardé. C'est tout ce qu'on appelle le crossboarding. Donc, c'est intéressant de creuser ça. On a quelques questions, hein, Kamel. Alors d'abord, je me permets, le off-boarding, donc c'est quand la personne quitte la structure, c'est ça? Au niveau, j'ai Corinne qui demande, avez-vous vu une différence notoire entre le ghosting et l'utilisation de cet outil dans la rétention des potentiels recrues? Des chiffres? Est-ce que vous avez des chiffres déjà analysés? C'est une très très bonne question. Bravo pour la question parce qu'elle est hyper pertinente. Aujourd'hui, nous, il est difficilement mesurable par rapport au volume. Hein. Effectivement, on a beaucoup d'intégration. On ne sait pas. Le taux de ghosting aussi est difficilement mesurable aujourd'hui. On peut le mesurer, mais nous, le recrutement est décentralisé chez Decathlon. C'est-à-dire que chaque opérationnel manager recrute, et donc il suffirait qu'il renseigne effectivement l'ensemble des données sur notre outil de recrutement,
ce qu'on appelle un ATS, hein, Applicant Tracking System. Nous, chez Decathlon, on utilise Digital Recruiters, voilà, pour garantir une expérience optimale pour nos recruteurs et pour nos candidats. Ben, donc, je vous mets le nom, hein, parce que c'est intéressant de donner des noms. Et hop là, voilà, Digital Recruiters. Voilà. Petite erreur à la fin, j'ajoute un caractère. Mais par contre, oui, c'est mesurable. Pour nous, c'est difficilement mesurable au vu de la décentralisation du recrutement, mais ça reste mesurable. Il me semble, sans dire trop de conneries, que Mazars, voilà, que vous connaissez tous et tous, hein, qui est assez connu, hein, ce cabinet de conseil en audit. Mazars, il me semble que la DRH Mathilde m'avait dit à l'époque, enfin, dans une conférence, lorsqu'elle intervenait, m'avait dit que justement, eux avaient senti que Workello, parce qu'ils ont choisi de travailler avec Workello, pour le coup, on en parlait de Workello, avaient senti que justement, ils arrivaient à capter les talents, à éviter ce ghosting. Je dis bien, il me semble, je parle au conditionnel, à bien vérifier avec eux, mais peut-être que Workello ou A-Team pourront vous donner des données qualitatives, des retours d'expérience sur ce ghosting. D'accord. On sait bien que le monde a changé, hein, on est en perpétuel changement. S'il fallait donner un conseil ou plusieurs aux entreprises qui nous écoutent aujourd'hui pour qu'elles mettent elles aussi en place cette communication employeur, ce serait quoi? Ouais, alors, il y a plusieurs choses. Alors, moi, la première chose, je vais peut-être juste partager mon écran quelques secondes, hein, avant de laisser la main. Hop là. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ouais, logiquement, vous voyez bien l'écran. Donc, les générations dans le temps, l'idée, ce n'est pas de revenir sur les générations dans le temps, hein. Je pense que ça a été dit, redit. Ce qui est juste intéressant de préciser, et c'est sur quoi j'ai envie de zoomer, c'est que la vie change. Et les générations alpha qu'on ne recrute pas encore, mais qu'on va recruter prochainement, il n'y a plus de vie pro, plus de vie perso. On les a longtemps opposés avec la génération X, où c'est vraiment la vie pro qui prime sur la vie perso, très différent de la génération Z qu'on recrute actuellement. C'est vraiment l'inverse, c'est la vie perso avant tout. Pour les générations alpha, les générations futures, hein, il y a plus, on n'oppose plus les deux. Au contraire, on les rassemble. On n'a qu'une seule et même vie. On a une vie, et dans cette vie, on a différentes expériences, pro, perso, et donc venir au travail, le rapport au travail va changer. Venir travailler, c'est venir rechercher une expérience, comme lorsqu'on va au cinéma, lorsque l'on va au restaurant, lorsque l'on voyage. Donc, c'est important d'avoir ça en tête pour se projeter, pour avoir des réflexions sur le future of work de vos organisations. Qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, ça va être la même chose, puisque les talents que l'on va recruter, ils vont avoir tous les mêmes aspirations. Voilà. Donc, le monde du travail va changer, et peu importe la taille de notre entreprise ou de notre organisme. Et ce qui est intéressant, du coup, il est intéressant de se mettre en réflexion. Donc, on essaie de le faire aujourd'hui chez Decathlon. C'est notre rôle, nous, en ressources humaines. Et on devient, littéralement, on devient des créateurs d'expériences humaines. Voilà. On avait la gestion du personnel par le passé, on parle de GRH depuis pas mal d'années, et aujourd'hui, on tend à devenir des créateurs d'expériences humaines. Nos collaborateurs sont nos clients. Pour les satisfaire, on se doit d'avoir de la donnée. D'accord? Donc, c'est hyper important d'avoir de la donnée. Et puis, donc, du coup, pour ce faire, on va avoir besoin de digitaliser l'ensemble de nos processus RH. Donc, je vais même oublier le terme processus qui est un peu lourd. Je vais parler d'expérience, hein, finalement. Donc, on va devoir les digitaliser. D'accord? Et c'est ce que vous voyez finalement ici, dans cet onglet que je partage. Et vous voyez, nous, on a commencé cette digitalisation avec deux processus, deux expériences, la talent acquisition et le onboarding. On a choisi des solutions pour accompagner cette transformation-là. Mais vous voyez finalement dans ce cercle, voilà, qu'il y a d'autres expériences jusqu'au offboarding, voilà, qui est le numéro 10, hein, la partie grise que vous voyez à l'écran. Donc, c'est important, puisque chacune des expériences va compter pour garantir la meilleure des expériences possibles. Et puis derrière, servir notre communication employeur, puisque des collaborateurs satisfaits vont rester dans l'entreprise, donc réduction du turnover, vont diminuer du coup le nombre de recrutements qu'on doit avoir. Un recrutement en France, généralement,
peu importe le métier, la filière, l'entreprise, c'est compris entre 4 000 et 7 000 euros, voilà, en moyenne. Hein. Voilà, donc diminuer le nombre de besoins en recrutement. Et puis, derrière, au-delà de les fidéliser, ça va les motiver, les engager pour nourrir notre communication employeur et leur donner envie de faire rayonner notre image de marque sur la facette employeur, voilà, auprès des talents pour créer un cercle vertueux. Voilà, après, ce cercle vertueux, alors je vous montre, j'ai plusieurs slides, mais voilà, il est là. Hein. Vous gagnez en notoriété, du coup, vous gagnez en considération, votre nombre de candidatures augmente, et donc du coup, vous allez pouvoir recruter des collaborateurs qui vont, pour la plupart, si vous faites bien le travail, devenir des ambassadeurs ou bien même des prescripteurs qui vont vous permettre de gagner en notoriété, ainsi de suite. Chez Decathlon, on est passé en 2019 de 190 000 candidatures à 424 000 candidatures en 2022. On devrait arriver à plus de 5 000, je pense, d'ici la fin d'année 2023, sur les prévisions. Bien évidemment, c'est une volumétrie qui est propre aux grandes entreprises. Mais par contre, cette mécanique, ce tunnel de conversion, vous pouvez l'appliquer vous aussi chez vous, peu importe la taille de votre entreprise. Notoriété, parce que souvent on veut recruter directement. Avant de recruter, et c'est l'erreur moi que j'avais faite il y a 5 ans et demi, hein. Je dis, on veut recruter, donc on va communiquer pour le recrutement. Il faut d'abord communiquer pour avoir de la notoriété, gagner à travers nos communications et nos actions dans les écoles, par exemple, mais pas que, sur les réseaux sociaux aussi en considération. Et puis après, obtenir un maximum de candidatures pour avoir le choix du roi, je pense, pour pouvoir recruter les bonnes personnes sur les bons postes. C'est important. Donc voilà ce tunnel de conversion que je voulais vous partager. En tout cas, merci beaucoup Kamel pour ce partage d'expérience très enrichissant. Je vais reprendre la main sur la présentation et si tu le veux bien, Karima, je vais te demander de nous parler justement de concrètement pourquoi cette marque employeur en quelques chiffres est importante dans les recrutements de nos entreprises. Alors, ce que je vais vous indiquer rejoint complètement les propos à l'instant de Kamel et notamment son tunnel de conversion que je trouve très intéressant. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est vraiment une donnée importante, c'est que 89% des personnes qui recherchent un emploi commencent par regarder ce qui se dit de l'entreprise, j'allais dire partout, sur tous les supports, avant même de postuler. Donc, la notoriété de l'entreprise, ce dont tu parlais à l'instant, Kamel, c'est vraiment très important parce que c'est ça qui va faire que le candidat se positionne ou pas. Et la notoriété de l'entreprise, c'est aussi ce qu'elle dit de l'entreprise sur ses clients, effectivement, et sur ses clients collaborateurs. Donc, c'est vraiment un tout. Soigner sa réputation, c'est soigner ses clients, et soigner ses clients, c'est aussi soigner de futurs candidats. Donc, c'est vraiment une donnée importante que c'est 89% de personnes qui, avant même de postuler dans une entreprise, regardent ce qui se dit de l'entreprise. Voilà. Et ce qui se dit de l'entreprise, c'est pas uniquement sur la partie recrutement. Je te rejoins complètement, Kamel. C'est vraiment, on parle là de la notoriété générale de l'entreprise. Voilà. Et la notoriété de l'entreprise, si on rejoint la partie recrutement, elle passe aussi par le fait de répondre aux candidatures. C'est quelque chose aussi d'essentiel. Enfin, nous, on a l'occasion d'accompagner beaucoup de petites entreprises qui ont elles aussi beaucoup à avoir une visibilité, et c'est bien normal, hein, compte tenu de leur taille. Eh bien, nous, on incite vraiment les petites entreprises par commencer à répondre aux candidats qui ont la simplicité de s'adresser à elles par rapport à un poste qu'elles souhaitent ces personnes-là occuper dans l'entreprise. Donc, commençons par ça, parce que là aussi, ça se sait très vite. Des entreprises qui ne répondent jamais, qui ont des besoins et qui ne répondent jamais, ben, ça finit aussi par se savoir. La preuve, hein, donc 74% des candidats ne reçoivent pas de réponse quand ils postulent. Là aussi, c'est la notoriété de l'entreprise qui va en être impactée directement. Peut-être, voilà. Alors, du coup, le chercheur d'emploi, lorsqu'il voit des informations négatives sur l'entreprise,
eh ben, il va tout simplement pas postuler. En tout cas, 1 sur 2 se font tout de suite une image, une idée de ce qu'est l'entreprise lorsqu'ils cherchent des informations sur l'ensemble des outils qui sont à leur disposition aujourd'hui. Et 50% d'entre eux abandonnent l'idée de postuler si ces images, cette réputation n'est pas bonne, quoi, tout simplement. Et donc, à l'inverse, donc 78% des personnes, des candidats qui ont postulé, c'était parce qu'ils ont trouvé des informations positives sur l'entreprise. Donc, encore une fois, la réputation de l'entreprise, sa notoriété, ce qu'on en dit sur l'ensemble des supports, c'est vraiment très, très important et aucune entreprise ne peut faire l'impasse sur ces données-là. Une entreprise, donc, on accompagne, nous, quelques hôteliers restaurateurs. Un dirigeant d'un restaurant qui ne répond pas à un client content, c'est pas bon pour sa notoriété parce que le client a pris le temps d'écrire quelque chose de gentil sur l'entreprise. Donc, la moindre des choses, c'est que le dirigeant le remercie pour ce petit mot sympathique. Et évidemment, un client mécontent, on incite également le dirigeant à répondre en laissant un peu retomber l'ascenseur émotionnel, sinon c'est comment dire, c'est parole contre parole et puis c'est alimenter la polémique et c'est pas le but. Mais un client mécontent, on doit également lui répondre de façon comment dire, habile, bien trouvée pour que eh bien la personne lambda qui voit l'avis qui est laissé par le client mécontent, on voit que le dirigeant a traité son client, a répondu à son client en essayant, voilà, de faire preuve d'objectivité et comment dire, voilà, enfin, en faisant attention à ses clients, d'humilité pour pouvoir poursuivre son image, quoi. Voilà, soigner son image en tout cas. Donc voilà pour ces quelques données. Donc du coup, ce qu'on peut vraiment dire au sujet de la marque employeur, c'est que ce qui compte, c'est pas ce que le dirigeant pense de son entreprise, vraiment. Et évidemment, le dirigeant sait souvent ce qui fonctionne moins bien. Mais ce qui est important, c'est ce qui est dit de l'entreprise sur l'ensemble de ces supports que sont Google, LinkedIn, Facebook, etc. Et on peut en trouver plein d'autres. Donc, c'est vraiment important de soigner son image et de contrôler, de regarder ce qui se dit de l'entreprise, quand bien même l'entreprise n'est pas présente sur l'ensemble de ses outils. On a, nous, en tant que conseillers de chambre de commerce, plutôt comme clients des toutes petites structures. L'objectif, enfin l'idée, le conseil qu'on donne à ces petites structures-là, n'est pas d'être présent partout. Une petite structure n'a pas la possibilité, n'a pas l'opportunité, ni la légitimité d'ailleurs d'intégrer un community manager. Une entreprise de 3, 4, 5, 6, 10 salariés, c'est un coût trop important et c'est pas justifié. Donc l'idée, ce n'est pas d'être présent partout, mais là où on est présent, c'est d'être présent en soignant ce qui se dit de l'entreprise. Et là où on n'est pas présent, c'est quand même garder un œil pour pouvoir répondre, le cas échéant, aux commentaires et avis qui pourraient être donnés sur ces supports que l'entreprise n'alimente pas, quoi. Voilà. Donc, et Karima, je me permets juste de… Alors, je suis 100% d'accord. Hein, et je me permets juste d'ajouter Glassdoor et Indeed. Ce sont aussi des plateformes où on voit les avis des candidats, des collaborateurs. Donc, c'est intéressant aussi de voir en termes d'image employeur voilà, comment vous êtes évalué sur ces plateformes. Donc, c'est intéressant de les avoir en tête. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Je le note. Voilà, donc effectivement, donc merci pour cette précision, mais voilà, enfin, vraiment la moralité, en tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est vraiment que l'entreprise, le dirigeant doit vraiment se soucier de ce qui se dit de l'entreprise. La notoriété, elle commence par là, avant même de penser à utiliser ces réseaux-là pour le recrutement. Commençons par les utiliser pour soigner la notoriété, la réputation de l'entreprise d'une façon générale. Et la réputation de l'entreprise, elle commence d'abord par ses clients, ce que pensent ses clients et comment on répond à ses clients. Et je peux vous assurer, enfin moi, j'ai des enfants qui sont en train de chercher un emploi et vraiment, je confirme que la première chose qu'ils font, c'est de regarder ce qui se dit de l'entreprise sur l'ensemble des réseaux, des supports, des sites, etc.
Donc voilà, petite ou grande entreprise, j'allais dire même combat, même si, encore une fois, l'idée pour les petites, en tout cas, n'est pas d'être présent partout sur tous les supports. Donc voilà. Merci beaucoup, Karima. Bonjour Amélie. Vous n'étiez pas, pas connectée au démarrage. Donc, on a entendu des explications sur la marque employeur. On a entendu Kamel qui nous a parlé de Decathlon, qui est une grosse structure. Amélie, on passe sur un autre champ. Donc, vous êtes practice leader chez Wakers. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter votre entreprise ? Bien sûr. Alors du coup, Wakers, on est une agence de conseil spécialisée sur les technologies Microsoft. Et dès lors qu'il y a du Microsoft dans l'entreprise, que ce soit PowerPoint, Teams, Outlook, que vous utilisez tous les jours ou des choses un peu plus techniques gérées par la DSI, on peut venir vous aider, quel que soit le sujet, que ce soit de la sécurité, de la téléphonie, des applications ou en ce qui me concerne, l'accompagnement du changement. Alors, Wakers, combien de salariés ? Aujourd'hui, on est une équipe de 30 personnes et Wakers a été créé en mars 2020. Du coup, ça fait pas longtemps, on est encore une jeune entreprise et la réflexion de base, c'était de dire on est plusieurs personnes issues d'un parcours différent, mais on a tous travaillé en ESN, donc en entreprise du service numérique auparavant, et on a tous vécu des choses en tant que consultants qui nous ont plu et pas plu. Et quand Alexandre et Michel, qui sont du coup les deux cofondateurs de Wakers, sont partis chacun de leur ESN, ils se sont dit on a envie de créer l'entreprise où on voulait bosser, on aurait rêvé de bosser avant, et on va retenir que le meilleur et que ce qui nous a plu pour créer notre structure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une entreprise du service numérique un peu différente sur le marché des ESN, pour plein de raisons différentes, mais tout le modèle économique de l'entreprise a été réfléchi autour de la marque employeur. Et comment on fait, parce que j'allais dire, je suppose que certains d'entre vous sont au courant, si ce n'est tout le monde, sur le marché technologique aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'attirer des talents. On est sur un marché tendu, où quand on est en poste, on est démarché tout le temps pour être recruté ailleurs, et les candidats sont pas aussi dispo et nombreux que ce qu'on aimerait. Donc du coup, le modèle économique est vraiment tourné autour de ça. Et la valeur principale, c'est la valeur du collectif. En fait, c'est l'équipe, c'est les gens. Il faut que tout le monde se sente bien. Et qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit réalisé et réalisable ? Alors justement, on a échangé avant cette masterclass. Vous m'avez dit que le slogan de l'entreprise, c'est quand l'entreprise gagne, tout le monde gagne. Concrètement, comment ça se traduit dans l'entreprise ? Alors, pour être très terre à terre, quand l'entreprise gagne, tout le monde gagne, c'est qu'on essaye d'utiliser tous les dispositifs dont on a connaissance, parce qu'on ne les connaît pas tous, encore une fois, l'entreprise est assez jeune, pour redistribuer les bénéfices aux salariés. Alors, ça passe par utiliser tous les systèmes de primes qui existent, les primes vacances, les primes Macron à la fin de l'année. Ça passe par de la participation, de l'intéressement. Ça passe par on est en train de monter le dossier et le système pour pouvoir mettre en place un CET aussi, pour pouvoir racheter les jours de congé. Si on ne parle pas que de la partie financière, on est très intéressé aussi par tout ce qui est semaine de 4 jours, etc. Alors évidemment, on doit faire aussi en fonction de nos clients. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aller sur la semaine de 4 jours. Néanmoins, on déroge aussi à la législation et aux accords de la Syntec, donc de la convention collective, pour avoir plus de congés. Par exemple, aujourd'hui, on a 28 jours de congés, on a 15 jours de RTT. Et en fait, chaque année, on essaye de trouver ce qui est à notre disposition et trouver des leviers disponibles pour pouvoir augmenter toute cette partie avantage du salarié, pour le dire correctement. Est-ce que pour toi, le fait que vous soyez avec des atouts financiers attractifs, c'est la seule chose qui fait que Wakers a pu se développer, a pu arriver à ses 30 salariés, alors qu'on sait que la difficulté que vous avez à recruter sur ce secteur d'activité? Alors non, pas du tout. C'est même pas le critère premier quand on rejoint Wakers. Alors, je vous confie un petit secret. Je voyais la question de la notoriété sur les petites entreprises pour le recrutement. Mais en fait, le premier cercle, les premières personnes qui sont arrivées chez Wakers en tant que salariés, c'était des gens de l'entourage. Donc moi, Alexandre et Michel, c'est 2 amis à moi, concrètement. Quand on a eu besoin de recruter dans les premiers mois, on a été chercher les personnes qui nous étaient proches, avec qui on avait déjà travaillé. Et finalement, c'est comme ça que ça a démarré.
Et comme on avait de plus en plus de demandes de clients, etc., on a recruté de plus en plus dans nos cercles. Donc, le premier cercle a été chercher son premier cercle. Et puis, en fait, ça rayonne comme ça. Encore aujourd'hui, on recrute beaucoup sur cooptation et recommandation d'entourage. D'accord. Mais évidemment, j'allais dire, le travail de la marque employeur est quand même super important. Il y a des choses qui sont faites très concrètement pour que les salariés se sentent bien. Je vous disais, on vient pas chez Wakers pour le salaire, même si on est aligné sur les salaires du marché. Ce qui fait notre différence aussi, c'est notre mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on est sur une entreprise qui pratique du flex office, j'allais dire de manière intensive. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'horaire de travail imposé, sauf si mon client me demande d'être présente de 8h à 17h. Forcément, je vais m'adapter. Mais comme je travaille beaucoup au projet, j'ai plusieurs clients en même temps, donc c'est moi qui gère ma journée de travail. Donc, je m'organise. Moi, ce qui est important, c'est que le travail qu'on m'ait demandé soit fait en temps et en heure. Après, si j'ai envie de travailler plus tôt le matin et puis après prendre une pause, aller conduire mes enfants à l'école, revenir, c'est possible. Je veux m'organiser un peu différemment dans ma journée, c'est possible. Et le deuxième critère, c'est qu'aujourd'hui, on fait du télétravail. Et c'est pareil, c'est du télétravail à temps choisi. On a une recommandation qui est, on aimerait bien vous voir 2 fois par semaine au bureau parce que pour maintenir les liens, etc. Mais encore une fois, c'est pas une obligation. Et dans la réflexion, on est allé jusqu'à se dire, il faut que le bureau donne envie d'y venir. Donc, pour que les gens y viennent, il ne faut pas que ce soit une obligation, il ne faut pas que ce soit subi. Il faut que les gens viennent d'eux-mêmes et qu'ils aient envie de voir les collègues, mais aussi profiter de l'infrastructure. Donc, on a aujourd'hui des bureaux dans le centre de Lille. Déjà, c'est très accessible à la fois en transport, en voiture, à pied, en trottinette, en train et tout ça. On a une salle de sport au rez-de-chaussée. Donc, du coup, on s'est dit, on va proposer des cours de sport dans cette salle de sport sur les horaires de travail aussi, histoire que les gens puissent faire du sport, être en bonne santé, libérer les tensions, etc. Et c'est pris à notre charge. C'est Wakers qui organise et qui paye. C'est 2 créneaux horaires par semaine. Et puis voilà, on propose aussi des cours d'anglais. Et on essaye de faire en sorte, du coup, que les gens aient envie de venir et de participer à tous ces moments-là. Et puis aussi pour la fidélisation, vous travaillez beaucoup sur les compétences en interne, le fait de travailler sur son évolution. C'est ça. Encore une fois, le modèle économique est réfléchi pour ça. Dans la majorité des ESN, un consultant doit être staffé à 100% et il doit être rentable. Nous, aujourd'hui, le modèle économique est réfléchi de telle manière à ce que nous soyons rentables. Alors c'est moche ce que je raconte, mais c'est quand même la réalité des choses. On n'est pas une association philanthropique. En gros, il faut qu'on travaille à 70% de notre temps. Si on est facturable 70% de notre temps, c'est très bien. Et du coup, c'est ce qu'on vise. Et ça nous laisse 30% pour faire autre chose. Du coup, ça va être de l'auto-formation, ça va être, moi je participe beaucoup, je représente la marque, je suis chargée de faire de la communication interne-externe, ça va être représenter la marque sur des salons, participer à des événements, on a d'autres collaborateurs qui avaient envie de faire de la transmission, donc ils donnent des cours chez Simplon ou dans d'autres organismes de formation. Et on a aussi le dernier vendredi de chaque mois, tout le monde est sorti de prestation et on se retrouve tous ensemble pour faire de la montée en compétences. Et du coup, c'est chacun. Donc moi, je peux préparer un sujet et faire monter en compétences mes collègues sur mon sujet qui est plutôt l'accompagnement du changement. Et puis des collègues qui sont beaucoup plus en technique vont préparer des sujets pour accompagner la montée en compétences de certaines personnes qui ont besoin de mise à niveau technique. Merci Amélie. Je sais que vous avez évolué, vous avez une croissance assez forte. Vous utilisez aussi les réseaux sociaux. Est-ce que ces réseaux sociaux vous permettent de recruter plus facilement? Oui. Nous, aujourd'hui, on est très présents sur LinkedIn et d'ailleurs, on a fait le choix de n'être à peu près que là parce que c'est beaucoup de temps et assez aussi de l'investissement. Donc, on travaille sur LinkedIn et notre souci numéro 1, c'est la marque employeur. Parce que aujourd'hui, le business, on se débrouille, voilà. Je veux dire même, on n'a pas besoin de faire de prospection parce qu'on a beaucoup de travail et pas assez de personnes pour délivrer. Par contre, du coup, on manque de bras. Donc, notre objectif numéro 1, c'est de travailler cette marque employeur et de montrer ce qu'on fait, en fait, ce qu'on fait de bien et donner envie aux gens d'en savoir un peu plus et de venir vivre l'expérience Wakers. Du coup, on fait beaucoup de vidéos pour montrer l'envers du décor, l'ambiance, ressentir un petit peu le feeling, etc. Et encore une fois, on essaye de se montrer sur des événements un peu différenciants. On a participé aux Jeux régionaux du sport d'entreprise là récemment, parce que pour nous, c'est un axe fort aussi. Le sport, ça met en valeur des valeurs qu'on a en commune avec le sport, de collectif, de dépassement de soi, etc. Et on espère du coup que ça retranscrit bien qui on est vraiment et qu'on peut se faire connaître comme ça. L'idée, c'est qu'une personne qui a entendu parler de nous, que ce soit sur un événement ou un peu sur les réseaux sociaux, puisse prendre la température et se dire j'ai envie de venir ou j'ai pas envie de venir.
Et ensuite, si elle a envie de venir, on en discute. Et pareil, on a un process de recrutement un peu original. Le premier entretien, souvent, c'est un déjeuner au restaurant. Et on voit si ça se passe bien avec les membres de l'équipe. Parce que ce qu'on cherche, c'est d'abord des personnalités et parce que les compétences techniques, ça s'apprend. Et d'ailleurs, on se donne les moyens de le faire soit dans ces derniers vendredis du mois, soit sur de l'auto-formation, etc. Alors que une personnalité, c'est moins facile à changer, on va dire. Et du coup, la priorité est donnée au collectif et à la bonne entente entre l'équipe et ce que tout le monde se sente bien pour faire son travail. Parce que si la personne est bien, elle va faire du bon travail et elle aura envie de faire du bon travail. Et c'est ça qui est important. Merci beaucoup Amélie pour ces conseils qui nous prouvent qu'une petite structure peut aussi mettre en place la marque employeur. Alors, nous, Chambre de commerce, on peut aussi également vous aider, TPE, PME, à travailler sur votre promesse employeur, à vous aider sur les différents champs. On a des conseillers ressources humaines experts qui peuvent vous accompagner, mais également des conseillers spécialisés en communication numérique. On est à votre disposition pour échanger avec vous sur votre souhait, ce que vous voulez mettre en place. Donc, c'est des accompagnements qui sont pris en charge en partie par la DRETS, qui a vocation à travailler sur l'intégration et la fidélisation de vos futurs collaborateurs. Dans tous les cas, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter et je vous dispatcherai au niveau de l'ensemble de mes conseillers RH et de nos conseillers numériques de la région Hauts-de-France. On est répartis sur tous les territoires. Alors, encore, merci Karima de ces explications. Merci beaucoup Kamel, merci beaucoup Amélie de nous avoir parlé de vos entreprises. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera en juillet sur toujours la question de la marque employeur, mais plus sur la mixité en entreprise. Comment faire pour intégrer des femmes dans vos entreprises et répondre aussi aux exigences légales. Voilà, si vous avez des questions, je laisse le chat encore quelques minutes. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore mangé, je vous souhaite un bon appétit. Merci à vous.